Très heureuse encore de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour ce deuxième édition de l'International. Nous restons encore dans le secteur des mines parce que c'est un grand secteur. Pour la première édition, nous avons parlé des mines en général, mais cette fois-ci, nous allons parler un peu du code minier, ce code minier qui pose problème, entre guillemets. Et je suis avec mon expert, que j'appelle mon expert maison, Gabi Kouba, qui vient d'Idaba, en Afrique du Sud. Et avec lui, nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur les retombées de ce nouveau code minier qui n'a pas encore été promulgué. Gabi Kouba, bonsoir d'abord. Bonsoir madame, et coup de chapeau pour votre nouvelle émission, votre nouvelle initiative. Je ne suis pas habitué à ce décor, parce que le décor habituel que j'ai l'habitude de fréquenter ici, c'est le décor de WebPress, c'est notre émission, les journalistes, pour commenter l'actualité de la semaine. Et voilà, vous avez un esprit démocratique, l'esprit de l'alternance. Donc c'est ça la course de relais. Le premier, c'est le bâton de commandement au deuxième, et votre esprit d'alternance au sein de la rédaction a fait que vous cédiez votre place de WebPress à Dou Jésus Mélédou, qui fait aussi un bon travail. Ça fait la fierté de la corporation et de la maison Congo Web. La toute première question, vous revenez de Cape Town, Gabi Kouba, et là-bas, on sait qu'il y a une crise d'eau, hein, il y a manque d'eau vraiment à Cape Town. D'ailleurs, je vous posais chaque fois la question, est-ce que vous vous êtes lavé, est-ce qu'on sous-colit, parce qu'à Cape Town, il y a vraiment manque d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Comment expliquez-vous ce fait de manquer de l'eau? Est-ce que le désert progresse à Cape Town ou c'est le changement climatique tout simplement? Oui, mais vous savez, la RDC a le regard tourné vers le mine. Pourtant, il y a d'autres richesses, il y a d'autres richesses à l'intérieur du pays. L'eau, par exemple, c'est une richesse. Et je peux donner raison aujourd'hui à Modeste Moutinga, le sénateur Moutinga, qui avait écrit « Demain, ce sera la guerre de l'eau ». Vous savez, vous me posiez permanemment cette question, mais je me lavais la piscine. Aujourd'hui, il y a des mesures qui ont été prises en Afrique du Sud, parce que la ville de Cape Town, c'est une ville touristique, très touristique. Aussi, oui, une ville agricole. Donc, c'est la désertification menace également cette partie. Donc, les changements climatiques, la désertification, parce que vous avez le Kalahari qui frappe cette partie de l'Afrique australe. Le désert du Kalahari. Oui, voilà. Vous avez la Namibie qui est concernée, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et tant d'autres pays. Et regardez la distance entre la ville de Johannesburg et la ville de Cape Town, ça fait 2000 km. Pratiquement la distance c'est Kinshasa, Lubumbashi. Et dans cette partie, vous avez beaucoup de fermes. Et aujourd'hui, cette partie est confrontée à la sécheresse. Donc, ça fait des mois et des mois. Et je constate que vous étiez toujours à la pointe quand vous me posiez cette question. Au mois de mai, ça sera le niveau zéro. C'est au mois de mai, avril d'ailleurs. C'était prévu pour le mois d'avril, le niveau zéro. Le niveau zéro, parce que ça fait plusieurs mois qu'il ne pleut pas. Et il menaçait, la désertification menace cette partie depuis des années. Donc, vous allez voir qu'il y a des fermes, il y a des bétails qui meurent parce qu'il n'y a pas d'eau. Alors, moi, quand la question que vous posiez, est-ce que vous laviez? Oui, je me lavais, mais le gouverneur de Cape Town a pris des mesures. Donc, 50 litres au maximum par jour pour une personne. Donc, aujourd'hui, les jardiniers ont du mal à arroser de fleurs, tout ça parce que le gouvernement a pris des mesures préventives. Et la ville de Cap, c'est entre les deux océans. Vous avez l'océan Indien et l'océan Atlantique. Il y a un projet qui a été présenté à l'université de Cape Town pour la désalinisation des eaux des océans. Cher, hein, et ça coûte énormément cher, ça la coûte désalinisation. Énormément cher. Les scientifiques s'y sont penchés, mais aujourd'hui, les projets n'avancent presque pas. Ils sont en train d'imaginer d'autres sources. Vous voyez par exemple la partie qu'on appelle, la cité qu'on appelle Table Mountain. Donc, on a foré jusqu'à 1500 mètres de profondeur pour avoir de l'eau. Aujourd'hui, on parle des eaux et on parle de l'eau de la source. Mais moi, là où j'étais très intéressé par cette crise de l'eau, au-delà de notre travail dans les secteurs miniers, c'est le documentaire qui est projeté permanemment sur la chaîne SBC. C'est-à-dire, on montre cette menace, la crise de l'eau en Afrique du Sud, et après, on projetait un documentaire sur les ressources hydrauliques de la République démocratique du Congo. Mais vous le savez, le fleuve Congo tire sa source du Lualaba, au Grand Katanga. Et vous avez également deux grands lacs.
Puerto et Tanganyika, et la partie sud de la RDC. C'est une zone de l'Afrique australe, pratiquement, en raison de la proximité avec les pays voisins qui sont aussi membres de la SADC. En projetant ces documentaires, moi, ça me poussait on ne prépare à réfléchir. Psychologiquement. Je me disais, est-ce que l'Afrique du Sud ne vise pas à l'importation de l'eau à partir de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'on peut vendre de l'eau, Gabi Kuba? Mais on peut vendre de l'eau. Mais vous savez, la SICOS, nous en avions parlé dans d'autres circonstances. Aujourd'hui, le lac Tchad, il n'y a que des îlots. Le lac Tchad que nous avions appris il y a quelques années dans les cours de géographie ou d'histoire n'existe presque plus. Donc, dans quelques années, le lac Tchad va être sec. Le Tchad est en train de convoiter les eaux de la République démocratique du Congo. Les projets SICOS pour prendre l'eau à partir de l'Ubangui vers la République centrafricaine, c'est un vrai projet. Et vous avez un bureau ici qui existe, la SICOS. La SICOS, c'est ici à Kinshasa. Vous avez également le Sud-Soudan qui est menacé parce que au sud, nous avons les Kalahari, au nord, nous avons les Sahara. Et la plupart des pays, le Sahel, même le colonel libyen Kadhafi, à l'époque, envisageait d'importer de l'eau à partir de la République démocratique du Congo. Donc cette hypothèse n'est pas à écarter en tout cas. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nous allons saisir cette opportunité pour dire c'est une richesse pour nous et on peut tirer des dividendes, mais en tirant des dividendes, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence dans l'écosystème congolais? À l'intérieur du pays. Parce que nous avons des barrages. Aujourd'hui, la plupart des barrages que nous avons au Congo sont des barrages hydroélectriques. Nous avons des centrales hydroélectriques. Est-ce qu'avec l'exportation de nos eaux vers les pays qui les désirent ne va pas poser des problèmes à l'intérieur du pays? Ce sont des questions sur lesquelles les gouvernants, les scientifiques, doivent s'y pencher. Experts, on ne doit pas être distrait parce qu'on peut exporter ce lot par les pipelines comme le pétrole, ce sera un peu comme ça. Hein. Bon, je ne sais pas encore la forme que cela devra revêtir, mais on va voir ce qui va se passer. Donc ne soyons pas distraits. La guerre de l'eau est proche de nous. Des deux côtés, au nord et au sud. Hein. Voilà. Donc on sera vraiment pris en étau, en sandwich. Tous les pays de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique du Nord convoitent les eaux de la RDC. Tous les pays également de l'Afrique australe convoitent les eaux de la République démocratique du Congo. Donc on n'est pas à l'abri. C'est de l'eau douce, hein, de l'eau douce qui ne demande pas tellement de traitement pour être consommée. À nous de savoir qu'est-ce que nous pouvons gagner pour ne pas subir. Ne faisons pas trop confiance aux institutions internationales parce que les organisations internationales sont influencées par les États les plus puissants. Si vous êtes puissant, alors vous jouez une partition importante au sein d'une organisation internationale. Mais si vous êtes faible, vous subissez la loi des plus forts. Comme nous sommes faibles malgré nos richesses. Bon, je ne dis pas que nous sommes faibles. On va voir, peut-être qu'on va se réveiller cette fois-ci. Ok. La toute première question, est-ce que le code minier, Gabi Kuba, est déjà promulgué? Parce que c'est un internaute qui m'a dit de vous poser la question. Est-ce que ce nouveau code minier est déjà promulgué? Le code n'est pas encore promulgué. Il a été voté au Parlement. Il a été transmis au bureau du président de la République. Donc, il peut le promulguer aujourd'hui, demain, le lendemain, à 1h du matin. On ne sait pas. Tout dépend de l'agenda du président de la République. Donc, le code n'est pas encore promulgué. Voilà, mais nous savons déjà qu'il y a eu 6 compagnies, si je ne me trompe pas, 6 multinationales, si vous allez peut-être me corriger si les chiffres n'est pas exact, qui ont écrit au chef de l'État, Joseph Kabila, pour dire qu'ils ne sont pas très pour ce code minier. J'ai un expert avec moi. Pourquoi ces multinationales ne sont pas pour ce code minier? Qu'est-ce qui cloche dans ce code minier? Ah oui, avec beaucoup de modestie, je vais vous dire que je suis tout simplement chroniqueur des matières premières, mais je ne suis pas un expert minier. Donc, je ne vais pas parler comme Léonide Moubépélé, comme Félix Moupandé, qui sont des experts miniers. Cette question, je ne suis pas non plus juriste pour analyser les codes. Mais au moins, des informations que j'ai méritent d'être exploitées dans la presse au regard du travail que moi, j'ai fait. Donc, les entreprises ont écrit au président de la République. Et vous savez que l'INDABA, la grande messe de l'industrie minière qui se tient en Afrique du Sud. La RDC était bien représentée cette fois-ci? Très bien représentée? Oui, la RDC était valablement représentée. Il y a eu une forte délégation de la RDC, même si j'ai assisté à un spectacle un peu déplorable, une sorte de dédoublement au sein de la délégation. Tantôt, c'est le président du conseil d'administration de la GICAMINE qui faisait cavalier seul. Tantôt, c'est le ministre
qui écartait le président du conseil d'administration de la GCAMI. Et puis il y a eu un peu des tirs croisés entre eux, même si officiellement, mais cela n'est pas bon pour l'image du pays. Nous pouvons avoir nos propres divergences à l'intérieur du pays, mais il ne faut pas exporter nos conflits internes à l'intérieur. Je sais que la lutte toujours pour le pouvoir existe un peu partout. Donc, dans les cercles du chef, il y a des groupuscules, il y a des individus. C'est tout à fait légitime que chacun cherche son leadership. Mais il faut mettre des efforts ensemble lorsque vous faites cause commune pour gagner, pour obtenir gain de cause. C'est déplorable pour ce qui est arrivé. Je crois qu'on a tiré des leçons pour ce qui s'est passé entre les deux, mais que cela ne revienne pas. Par rapport au code minier, que revendiquent ces multinationales? Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont écrit au chef de l'État? Oui, les multinationales estiment qu'il y a deux poids, deux mesures. Pourquoi? Parce que dans les codes miniers actuels, il y a deux lois qui régissent les secteurs miniers, notamment les industriels, parce que vous avez d'une part les entreprises qui sont régies par les conventions. On peut citer l'exemple du groupe Freeport-McMoRan, Tenke-Fungurume, qui est passé entre les mains des Chinois. Et on peut citer également les Canadiens, Banro, qui exploitent de l'or dans la province du Sud Kivu. Il y a Glencore aussi? Voilà. Glencore n'est pas dans... Glencore, d'ailleurs, s'est désengagé de la République démocratique du Congo. Okay. Oui. Alors, vous avez ces gens-là, et eux, ils ne sont pas concernés par la révision du code minier, que ce soit l'ancien code de 2002, que ce soit le nouveau code de 2002, ces entreprises-là ne sont pas concernées. Alors, les entreprises qui affichent des résistances, on ne peut pas dire qu'il y a une opposition farouche, non. Ces entreprises qui écrivent au président de la République ne s'opposent pas farouchement à la révision du code minier. Elles reconnaissent plutôt le droit au gouvernement de réviser sa loi, parce que c'est le gouvernement de la République qui juge de l'opportunité de la révision d'une loi. Et les entreprises sont d'accord avec le gouvernement pour réviser. C'était opportun, selon vous, Gabi Fouba, de réviser ce code minier? C'était opportun? D'abord, c'est les enjeux de l'heure, c'était opportun de réviser? D'abord, parce que le code lui-même a prévu sa propre révision 10 ans après. Parce que le code a été adopté en 2002. Alors, 10 ans après, le gouvernement a analysé. Et la société civile aussi qui s'est invitée dans les débats, parce que l'idée de la révision du code minier, tout comme celle de la révisitation des contrats miniers, est venue de la société civile qui avait estimé que la RDC, après beaucoup d'analyses, que l'État congolais a beaucoup perdu avec ces codes, parce que on a signé ces codes, on a adopté ces codes à l'époque où il y avait la RDC traversait des zones de turbulence avec des guerres. Beaucoup de contrats léonais. Oui, et c'était la Banque mondiale qui avait financé ces codes miniers. On connaît les relations entre la Banque mondiale, les institutions financières internationales et les multinationales. Donc, il faut réviser ces codes-là parce que l'État n'a pas beaucoup gagné. Il faut réviser ces codes. Alors, là où les entreprises s'opposent, tout opérateur économique est allergique. Il est sensible, à la fiscalité. À la fiscalité. Alors, quels sont les points d'achoppement? Par exemple, le support de profit, aujourd'hui, qui sera revu à la hausse. La redevance minière qui, dans l'ancien code de 2002, était à 2%, passe aujourd'hui à 6%. Vous avez également les importations des intrants qui a été taxées à une certaine hauteur ou encore qui étaient exonérées pour attirer les investissements, pour accorder des allègements fiscaux aux opérateurs miniers doivent être revus aujourd'hui. D'où la sensibilité des opérateurs miniers qui estiment qu'il y aura des charges supplémentaires, ça va peser sur leur budget. Mais l'État... Est-ce que ça pèse réellement, vous qui êtes analyste, vous analysez, est-ce que ça va peser réellement sur leur budget, vu le temps auquel ils étaient ici? Ils ont eu toutes les facilités, donc ils ont pu s'enrichir. Moi, je pose vraiment des questions assez terre à terre pour que le Congolais lambda comprenne. Le code minier était promulgué en 2012. Ils ont eu beaucoup d'avantages jusqu'en 2002. Aujourd'hui, nous sommes en 2017. En 2018. Donc, ils ont... Même 2018. Oui. Donc, ils ont eu plus de 10 ans pour avoir des avantages. Est-ce que quand on change, est-ce qu'ils sont encore lésés? Est-ce qu'ils vont encore perdre? Ah oui, mais vous savez, ils ont beaucoup gagné quand même, vous l'avez dit. Oui, sur ces débats, on peut pas dire que les entreprises ont toujours gagné, parce que les projets miniers sont des projets à long terme. Vous prenez par exemple la clause de stabilité, c'est l'un des points d'achoppement.
Parce que la clause de stabilité était de 10 ans dans les codes de 2002. Expliquez, oui. Clause de stabilité, ça veut dire Clause qu'il de n'y ait pas de stabilité, troubles voilà. dans une région où... Oui, vous êtes Madame Paulette Manning, vous venez de l'Australie, vous voulez investir dans les secteurs miniers, le gouvernement de la République, qui est le propriétaire du sol et du sous-sol, vous accorde une durée. Parce que au niveau du cadastre minier, il y a des titres qu'on accorde. Par exemple, les permis d'exploration. Vous pouvez faire votre exploration pendant 5 ans. Alors, pendant 5 ans, il est temps pour vous de faire l'exploration. Et c'est renouvelable. Alors, si vous ne trouvez rien, à ce moment-là, vous renouvelez. Alors, si vous trouvez quelque chose, alors vous faites appel aux autres partenaires. Par exemple, ceux qui peuvent construire des infrastructures. On va construire des mines, on va construire des routes. Peut-être qu'il faut délocaliser les communautés parce que certains de nos villages sont bâtis sur les richesses, sur les mines. Alors maintenant, il faut délocaliser. Ça doit prendre le temps. Alors, après tout ce temps, il faut maintenant produire. Alors, le temps de produire, il faut amortir l'investissement. Parce que l'argent que nous voyons ici, ce ne sont pas ces gens-là. Personne ne sort avec son argent à partir du Canada, à partir de l'Australie, pour venir investir. Ils vont lever des fonds dans les banques. Alors maintenant, il faut avoir le temps de rembourser l'argent investi. Et tout ça, ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre à peu près 10 ans. Oui, ça peut aller même au-delà de 10 ans. Il y a aussi des entreprises qui peuvent faire un travail express. Si, en une année, en 2 ans, ils découvrent, ils investissent, ils déploient. On peut produire également avant 10 ans, ou tout comme après 10 ans. Autre fait également, sur ces points, par exemple, les entreprises qui sont venues sur les mines des entreprises de l'État. Comme la Gécamine, par exemple, a un énorme potentiel. Donc, sur ces points-là, il y a des entreprises qui n'ont pas effectué des recherches. Donc, elles peuvent toujours investir et gagner. Pratiquement, en RDC, Gabi Kouba, cette clause de stabilité a été respectée pour certaines entreprises. Oui, mais pour les codes de 2002, la clause de stabilité a été respectée. Okay. Mais aujourd'hui, le gouvernement estime qu'il faut revoir les dispositions de ces codes. Les opérateurs miniers non plus ne s'y opposent pas. Parce qu'il faut voir, à l'époque où le code a été adopté, les gouvernements provinciaux n'existaient pas. Or, aujourd'hui, vous avez les gouvernements provinciaux. Qu'est-ce que les gouvernements provinciaux doivent percevoir dans les secteurs miniers? Qu'est-ce que le gouvernement central? Tout ça, le code ne l'a pas défini. D'où l'opportunité pour l'État congolais de réviser ces codes. L'État congolais a aussi raison de réviser ces codes. En ce qui concerne, par exemple, la clause de la confidentialité. C'est-à-dire? Il y a des contrats, ou encore, il y a certaines dispositions entre les entreprises et l'État, ça devrait être secret. Non. La transparence et l'opacité. La transparence ne marche pas avec l'opacité. Donc, les secteurs doivent être démystifiés. Les mines, il y a trop d'argent. Oui, là où il y a trop d'argent, ne peuvent pas être un mystère. Et cette disposition, avec la pression de la société civile, j'ai assisté aux discussions tripartites entre les opérateurs miniers, la société civile et le gouvernement de la République. La société civile a tout fait pour déverrouiller cette disposition de confidentialité qui, en fonctionnait comme ça depuis 2002. Oui, cautionnait l'opacité dans les secteurs miniers. Alors, le principe, nous, en adhérant à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, on veut que tout soit transparent. Donc, tout doit être tracé, tout doit être visible. Les recettes issues de l'exploitation des ressources naturelles doivent être déclarées, visibles par n'importe quel citoyen de la République. C'est faisable, c'est pas utopique. Est-ce que sous d'autres, je pense que l'international, c'est un peu pour comparer. Est-ce que cette transparence s'est fait aussi sous d'autres, comme en Afrique du Sud? Est-ce qu'on sait tracer un peu ce que le gouvernement sud-africain gagne dans les secteurs miniers et ce que les entreprises gagnent? C'est toujours difficile. Vous savez que le business ou encore l'argent ne peut pas toujours être visible par tout le monde. C'est ça, exactement. Mais on a un exemple probant. L'exemple le plus éloquent de la transparence aujourd'hui, c'est le Botswana. N'importe quel citoyen du Botswana peut vérifier ce qu'une entreprise a payé à l'État et ce que l'État a fait avec cet argent. Donc, ils ont une structure... Le Botswana, c'est un exemple. Le Ghana aussi, dans les secteurs pétroliers, le Ghana
a instauré une disposition pour la transparence. Il y a d'autres États, mais même les États les plus développés, comme vous l'avez dit, qui parlent toujours de la transparence, ils sont très opaques. Vous avez des scandales, des Madoff, des ceci, de cela, partout. Pourquoi? Parce qu'il y a l'opacité. Donc, l'argent ne peut pas toujours être à la disposition de tout le monde. Mais là, il faut saluer cette initiative parce que le gouvernement de la République l'a accepté. Plus vous cachez, plus il y a des suspicions de spéculation et ça donne toujours les réflexes des détournements des deniers publics par ceux qui gèrent. Je sais que vous êtes friand des chiffres. Je voudrais avoir un exemple aussi par rapport, par exemple, à ces minerais stratégiques, puisque le nouveau code minier parle de transparence. Combien a produit, par exemple, la RDC pour l'exercice budgétaire, pour l'exercice minier 2017. Exactement. Par rapport au cobalt, cuivre ou le coltan. Est-ce que vous avez des chiffres exacts? Oui. À Indaba, les chiffres ont été projetés par le ministère des Mines ou encore la fédération, la chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo. C'est pas un dédoublement de la FEC aussi, ça, parce qu'on ne comprend plus très bien. Juste là, il n'y a pas un dédoublement, il n'y a pas de dédoublement au sens propre du terme. Mais les divergences au sein de la FEC me donnent l'impression d'un dédoublement. C'est moi qui utilise cette métaphore, mais la chambre des mines est encore unique et indivisible. Okay. Donc, c'est Simon Toumawako, Claude Paulet, qui est le président, Simon Toumawako, le vice-président. Ils ont présenté des données statistiques. Et la RDC a produit plus d'un million de tonnes de cuivre et près de 200 000 tonnes de cobalt. En dollars, oui, ça équivaut à peu près combien? On fait des calculs, parce que vous dites que je suis friand des chiffres. Les cobalt, en 2015, on est tombé, lors de la chute des matières premières, on est arrivé jusqu'à 26 000 $ la tonne. Aujourd'hui, 26 000 $ la tonne. La tonne. Okay. Aujourd'hui, nous sommes à 75 à 80 000. Waouh. Ah oui, la tonne. Alors, si vous calculez les nombres de la production par tonne, les prix de la tonne, et ça vous donne des chiffres. Alors, le cuivre également, on est arrivé jusqu'à 3 600. Aujourd'hui, nous sommes à près de 8 000. Et la RDC a produit 23 000, si je ne me trompe pas, je dois regarder les chiffres. Avec les chiffres, il ne faut pas badiner. Dès lors, c'est une production industrielle. Parce qu'on n'a pas inclus la production artisanale. On parlera de la production artisanale. C'est vraiment un autre pan de l'émission. La production industrielle, c'est l'affaire de deux compagnies jusqu'ici. Vous avez les Canadiens, Banro Corporation, et puis vous avez Kibali Gold, qui est la filiale de la compagnie sud-africaine. La Chantigold? Non, la Chantigold est encore là? Oui, Randgold. Okay. Donc, ce sont ces deux-là qui ont produit 23 000 tonnes d'or. Principalement où en Ituri? Oui, vous avez, c'est dans le Haut-Ouélé, dans le territoire de Watsa, Doko Durba. C'est là que Kibali est basé. Et Namoya Tanguiza, au sud Kivu, c'est pour Banro Corporation. Vous avez également la production des minerais stanifères, c'est-à-dire les minerais de 3T, les dernières générations qui sont très prisés dans la nouvelle technologie. Vous avez la cassitérite, vous avez les coltans et vous avez la wolframite. Donc la production est essentiellement artisanale. Wolframite, ça sert à quoi? Parce qu'il y a des minerais. Ce sont ces minerais-là que vous utilisez dans votre smartphone. Ah, tout ça c'est pour dans les équipements médicaux de dernière génération. Et dans les caméras que Chabani Gabriel nous offre ici, de dernière génération, les ordinateurs, les avions, donc tout ça, ce sont des minerais, oui. Avec ces équipements-là, on les utilise dans les nouvelles technologies. Alors, la tonne aujourd'hui du coltan est à 200 000 $ sur les marchés internationaux. La tonne du coltan. 200 000 $. 200 000 $. Or, la production, si vous prenez le Grand Kivu, c'est-à-dire à partir du Nord Kivu, Sud Kivu, le Maniema jusqu'au Nord Katanga, la production est essentiellement artisanale parce qu'il n'y a aucune compagnie qui exploite de manière industrielle. Le coltan. Aujourd'hui, oui, les coltans, les minerais stanifères. Aujourd'hui, vous avez le Canadien Alphamine qui a investi une 60aine de millions de dollars, qui se déploie à Bissier, dans les territoires de Walikale, là où était l'épicentre de la guerre, qu'on a appelé les minerais de conflit. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui s'installe là-bas. Le gouvernement aussi déploie des efforts dans ce sens. Donc voilà au moins les données statistiques. Le diamant aussi, il y a une production. Bon, la production. L'Amiba toujours qui produit le diamant? Bon, l'Amiba produit, mais vous avez une entreprise, les Chinois,
sont là. Encore les Chinois. Mais c'est encore une question assez directe, Gabi Kouba. Un internaute, parce que moi, je poste toujours avant l'émission, un internaute m'a dit, est-ce que la RDC n'est pas en train de brader son sol et son sous-sol aux Chinois? Parce qu'on a l'impression, j'avais lu quelque part qu'aujourd'hui, la production du cobalt et du coltan est dans les mains des Chinois aujourd'hui en RDC. Est-ce qu'on ne brade pas trop notre sol et notre sous-sol? Parce que les Chinois ne sont pas des enfants de cœur non plus. Hein? Non, oui, vous savez, la tendance aujourd'hui consiste à croire qu'en coopérant plus avec les Chinois, la République démocratique du Congo gagne plus. C'est ça, c'est vrai que la Chine ne développe pas un discours paternaliste. Par rapport aux droits de l'homme. Mais la Chine fait le business comme les autres. Et ne nous trompons pas. Parce que même dans les multinationales que vous voyez, qu'elles soient australiennes, britanniques, françaises, anglaises, américaines ou autres, les Chinois sont dedans. Elles font les affaires avec les Chinois. Mais pour revenir à votre question, est-ce que la RDC n'est pas en train de brader ses ressources avec l'arrivée des Chinois? Parce que la population se plaint. Je ne sais pas si vous avez suivi un reportage sur France 2, on ose les citer, les Congolais se plaignaient, ils disaient les Chinois sont vraiment, je ne sais pas, trop froids, trop méchants, je peux me le permettre. Le côté social, ils les traitent comme des animaux et tout ça. Pour les Chinois, c'est l'intérêt d'abord, ils s'en foutent du social, du Congolais, c'est pas son problème. Lui, c'est son business, comme vous l'avez dit, il est venu en RDC, il a investi autant, il doit gagner autant, et tout ce qui est autour, ils sont. Tout homme d'affaires a un esprit mercantiliste et il a un esprit d'égoïsme. Même vous et moi, quand les Congolais traversaient en Angola, les Banalunda, pour aller creuser les diamants là-bas, est-ce que c'était pour le bonheur des Angolais ou c'était pour le bonheur des Congolais? C'est ce que font les Chinois. La faute ne revient pas aux Chinois. Aujourd'hui, il faut faire avec. Parce que les Chinois ont la technologie, ils ont des capitaux frais et les États les plus puissants aujourd'hui font les affaires avec les Chinois. Il faut faire avec. Mais là n'est pas le problème. Le problème, notre législation, les codes du travail, est-ce que vous-même, vous le respectez? Quel est le SMIC d'un fonctionnaire de l'État? Pourquoi vous demandez aux Chinois? Mais les Chinois n'ont pas de problème. Les Chinois arrivent, ils sont partout. Pourquoi? C'est un autre État d'imposer quelque chose. Oui, au Gabon, j'ai vu, par exemple, au Ghana, ils avaient le même problème. Mais le gouvernement ghanéen a rappelé les Chinois à l'ordre. Ceux qui ne se conformaient pas au texte du Ghana ont été expulsés. Et leurs activités ont été suspendues. Pourquoi pas chez nous? Qu'est-ce que c'est pas chez nous? Nous sommes aussi faibles pour ne pas oser parler aux Chinois et nous imposer. C'est à l'État lui-même d'appliquer la loi pour que les Chinois nous respectent, pour que les autres nous respectent. Vous citez l'exemple de ces Congolais qui se plaignent. Mais moi, je vois les Chinois qui sont, par exemple, dans l'ex-Katanga. Regardez sur les routes de Kolwezi, Likasi, Kambove, les Chinois. Les seuls Congolais que vous pouvez trouver dans les entreprises chinoises sont des vigiles. Tout ce qui se passe à l'intérieur. Parce que les Chinois eux-mêmes sont des concasseurs de pierres. Ils sont des conducteurs, des opérateurs, des engins. Ce n'est pas la faute des Chinois. Nous avons les codes du travail. Parce que le secteur minier n'est pas un îlot dans une économie. Tout doit marcher ensemble. Le code du travail, la sécurité sociale, la promotion par exemple de la classe moyenne congolaise, tout ça, ça va ensemble. Mais quand vous n'appliquez pas vos propres textes, ce ne sont pas des textes qui manquent. Et revenons au code minier. Il y a encore un autre aspect, vous avez déjà cité par rapport à la stabilité et tout ça. Que veut encore ces entreprises par rapport au code minier? Les entreprises, le ministre des Mines le disait à Indaba. Il a dit, nous avons des canaux appropriés pour vos revendications. Si vous voulez, si vous contestez certaines dispositions du code minier, parce que les opérateurs miniers, honnêtement, ne contestent pas l'ensemble du code minier. Quelques dispositions. Quelques dispositions qui posent problème, celles que nous avions énumérées au début de cette émission. Le ministre leur dit, vous pouvez saisir la Cour constitutionnelle. Et le président de la République, le code est sur la table du président de la République. Dès lors que le code a été voté au Parlement, le gouvernement n'a aucune possibilité de revoir cette code. Donc, de revoir ces codes. Seule la Cour peut trancher sur les contestations des opérateurs miniers si la Cour juge
que ces dispositions ne sont pas conformes au texte de la République. Est-ce que ce code minier, Gabi Kouba, est avantageux pour la République démocratique, le nouveau? Est-ce que, d'une façon globale, c'est avantageux pour la RDC? Oui, honnêtement et objectivement, on peut dire que le code, en théorie, est avantageux pour la République démocratique du Congo. C'est avantageux. Parce qu'il y a des dispositions qui ont été revues en faveur de la République démocratique du Congo. Par exemple, ce régime fiscal, l'argent ira où? Ces exonérations dont bénéficiaient les opérateurs sont en faveur de la République. Mais maintenant, la question, vous pouvez augmenter le régime fiscal, 10, 15, 20%, même 50-50. La question, avantage pour la RDC. Comment on gère? Parce que quand je suivis avant Indaba, le ministre de l'économie, qui disait qu'avec la révision du code minier, la hausse des prix des métaux sur les marchés internationaux va booster l'économie d'ici, il le déclarait au mois de décembre, d'ici au mois de mai. Ce n'est pas la simple modification d'une loi n'entraîne pas automatiquement l'augmentation des recettes. C'est pas ça. Ça, c'est dans la théorie. Parce qu'on a un vrai problème de gouvernance. Au-delà de tout ce que nous pouvons dire, les entreprises peuvent payer 1 milliard, 2 milliards, d'après les prévisions. Nous ne pouvons que nous réjouir parce que c'est le pays qui gagne. Mais si on gère très mal, regardez tous les rapports dans le secteur minier. Qui détourne? Vous avez parlé du bradage. Qui brade? Et Yuma a lancé aussi un débat, le PCA de la Gécamine. Il faut revoir tous les partenariats entre la Gécamine et les multinationales. Parce que selon vous, c'était des contrats léonins, Gabi Kouba, que la Gécamine avait signé avec d'autres entreprises. Est-ce que la Gécamine n'a pas bradé son patrimoine? D'abord, on répond sur la Gécamine d'avoir bradé son patrimoine. D'abord, l'expression léonin, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est pas moi qui l'invente. L'expression est venue du gouvernement. La révisitation des contrats léonins. Donc, je peux dire, oui, il y a eu des contrats léonins. Il y a encore des contrats léonins. C'est pourquoi des voix s'élèvent pour que les partenariats soient renégociés. Mais la démarche risque d'être aussi périlleuse pour la République démocratique du Congo. Parce que certains vont même très loin. On parle de la nation. On a parlé, j'ai entendu cette expression de la part d'un haut responsable du secteur minier qui dit que les entreprises opposées aux négociations subiront la nationalisation. Vous savez, nationalisation, c'est le synonyme de la zérianisation que vous aviez connue dans les années 90. Ça donnait quoi? Mais avant de passer à cette étape, l'État lui-même a ses propres entreprises minières. L'Amiba, aujourd'hui, c'est l'ombre d'elle-même. La Gécamine. Regardez l'état de la Sokimo. Or, la Sokimo, en 2010, a perçu 100 millions de dollars. Parce que vous dites que je suis friand des chiffres. Et effectivement, je les aime. Payé par Randegold, dans un partenariat. Et la Sokimo avait 20%. Ashanti Gold est venu, il a acheté 10%. Et puis, la Sokimo a vendu encore 10%. Elle est restée pratiquement avec 5%. Avec 5%. Alors, maintenant, l'entreprise qui a payé ces montants dans les cadres de ce partenariat a investi 60 millions de dollars dans l'exploration et a découvert le plus grand gisement de l'or de l'Afrique, un gisement de classe mondiale. Wow. Mais vous pouvez maintenant, vous Congolais, nous Congolais, nous pouvons nous poser la question, les 100 millions que nous, État congolais, nous, RDC, à travers notre entreprise, notre bras séculier, avait perçu, ont servi à quoi? Je pense qu'il y a plus d'interrogations que des réponses. Parlons maintenant de cette fraude. Ça fait quand même mal à entendre autant de chiffres, mais le paradoxe, avec autant de richesses, autant de chiffres phénoménal comme ça, qu'on soit aussi pauvre. Comment expliquez-vous aujourd'hui que les gens volent comme ça cette fraude immense en République démocratique? Parce qu'il y a impunité, parce qu'on ne contrôle pas, ou parce que ce sont des mafias? En fait, est-ce que c'est multinational, Gabi Kouba, sont des sociétés mafieuses? On ne comprend pas trop. Est-ce qu'il n'y a pas accointance entre ces sociétés et le gouvernement pour qu'il y ait autant de fraude massive en République démocratique? Oui. On est le seul pays où il y a autant de fraude massive. Oui, c'est vrai. Ce matin, on parlait de la fraude minière dans d'autres circonstances. Et le gouvernement a eu l'ingéniosité de créer la Commission nationale de lutte contre la fraude minière.
qui fait un travail. Piloté par Niembo, parce que Niembo, c'est lui. Ah oui, c'est lui qui pilote cette commission. Mhm. D'ailleurs, son intervention au Conseil de sécurité des Nations Unies a été plus que claire. C'est pour la première fois, au moins, que nous avons vu un responsable congolais parler avec un tel ton. Moi, personnellement, pas nous, c'est ce que les autres n'ont pas apprécié son intervention, mais moi, personnellement, j'ai constaté qu'il a parlé au Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'il y a une commission spéciale sur l'exploitation des ressources naturelles, sur la fraude minière. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est le fait d'incriminer toujours les multinationales. Un opérateur économique, il ne faut pas les considérer toujours comme un fraudeur. Non. Il a une vocation. Mais il fera tout pour éviter de payer, par exemple, des taxes, vous l'avez dit, il va éviter, il va tout faire pour faire oui, mais c'est multinational. Ces multinationales veulent frauder. Bon, vous avez aujourd'hui, par exemple, les paradis fiscaux avec les sociétés écrans et consorts. À l'intérieur du pays, vous savez que la Commission nationale de lutte contre la fraude minière fait face à deux défis. Il y a un défi interne, mais vous avez aussi un défi externe. La présence des multinationales, qui estiment que là où il y a un non-État, c'est facile d'exploiter sans rendre compte. Mais vous avez également un défi interne. Je cite les propos de Niembo. L'affaire Abbas Kayunga a éclaté ici à la fin de l'année dernière. On ne sait même pas où il est, qu'est-ce qu'il fait. Niembo vous dit que je ne dors pas en sécurité. Ce ne sont pas les multinationales qui le menacent. Ce sont des Congolais qui facilitent la fraude, qui facilitent la mafia. Et il va encore plus loin. Il dit, dans chaque province minière, vous avez au moins un Abbas Kayunga. Et la fraude est facilitée même par les responsables de l'État. Il était même en conflit ouvert avec certains gouverneurs de province. Et vous avez vu que dans plusieurs rapports, on a cité même des officiers de l'armée et de la police qui étaient impliqués. Mais regardez les bordels de Kasumbalesa aujourd'hui. Je pèse bien mes mots, je parle du bordel. L'expression des phénomènes Bilanga, ce n'est pas vous et moi de la presse qui l'avons inventé. C'est sorti des agents de l'État eux-mêmes, les responsables de l'État. Tout ce qui se passe à Kasumbalesa, moi je fais de temps en temps le Katanga. Mais c'est vraiment une zone de non-droit. Les exportations, tout comme les importations. Est-ce que c'est la faute des multinationales? Ne faut-il pas d'abord aménager nos services? Ne faut-il pas d'abord améliorer la qualité de notre administration à l'intérieur du pays avant d'accuser les autres? Nous parlons à l'international. Alors, pour la fraude, je vous donne un chiffre. L'exercice minier 2017. Il y a eu combien? Rien que la qui a échappé rien que la oui, écoutez, ne soyez pas, je pense que vous n'êtes pas hyper tendu. Oh, ça, je risque de tomber avec les chiffres. Rien que la province du Nord Kivu a encaissé 35 millions de dollars. Et le gouvernement provincial du Nord Kivu vous dit que la fraude, les recettes perçues représentent un cinquième de ce que la province devrait encaisser. Cela veut dire quoi? Vous prenez 35 millions, vous les multipliez par 5, ça vous donne 175 millions de dollars. Et sur les 175 millions de dollars, la province ou l'État n'a encaissé que 35 millions. Et cet exemple, rien que pour les Nord Kivu, parce que le potentiel est énorme sur l'ensemble des provinces, vous pouvez prendre cet exemple, le multiplier par le 26, l'appliquer dans d'autres provinces. C'est exactement la même chose. Aucune province n'échappe à la fraude. Aucune province le mal est tellement profond. Et là, ce n'est pas la faiblesse du code, parce que les codes sanctionnent même quand la Commission nationale de lutte contre la fraude minière est transversale. Vous avez la DEMIAT, vous avez l'ANER, vous avez la DGDA, vous avez les FARDC, vous avez la justice. On juge les fraudeurs en fonction des dispositions du code. Cela veut dire quoi? La fraude minière n'est pas cautionnée par les codes, mais c'est plutôt l'application du code qui pose problème. Ça, c'est dans les secteurs artisanaux. Mais les contrôles qui s'est fait, par exemple, les services de l'État en discussion, l'OCC, à couteau tiré avec le commissariat général de l'énergie atomique, pour taxer les minerais.
qui a la capacité technique, qui a l'expertise pour faire ce travail. Et le gouvernement doit préciser le service ou l'institution habilitée à faire ce travail. Le côté artisanat, vous avez dit que le Congo exploite beaucoup plus d'une façon artisanale. Est-ce que ça pèse aujourd'hui? Est-ce que la production de ce côté artisanal, les chiffres sont à peu près à combien, par exemple pour le coton, pour le cobalt, pour l'or, le côté artisanal, le diamant et tout ça? Bon, les chiffres les plus connus jusqu'ici, c'est dans le secteur des minerais stanifères. Parce que dans l'est du pays, les ONG, les gouvernements, d'autres services de l'État travaillent dans les secteurs de traçabilité, dans la traçabilité. Pourquoi? Parce qu'avec la loi Dodd-Frank, votée en 2010, il y avait une sorte d'embargo. Parce qu'on disait que tous les minerais qui provenaient de la RDC, voilà, étaient les minerais de conflit. Or, nous à l'époque, quand nous étions, moi personnellement, quand j'étais enfant, je voyais les gens qui faisaient Tikapa, Onyama et consorts en province orientale. On exploitait les diamants. Ce n'était pas un diamant de conflit. Les gens ont choisi cette activité pour leur survie. Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Et l'exploitation minière a fait que les gens aient quand même une vie acceptable. L'exploitation artisanale. Les gens ont choisi. Alors, la loi Dodd-Frank a imposé presque un embargo des fêtes. Mais il y a des ONG. Par exemple, l'Association des consommateurs de l'étain, qui a plaidé auprès du gouvernement américain pour installer... Oui, la chaîne d'approvisionnement responsable à migrer. Vous avez également les dispositions de l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, qui a dit qu'on ne pouvait pas, la RDC lui-même également, le gouvernement de la République, a plaidé pour dire non, on ne peut pas considérer tous les exploitants miniers artisanaux comme des criminels. C'est vrai que l'exploitation minière a rimé avec l'insécurité armée, parce que les pays voisins également... Ah, nous n'allons pas terminer, nous sommes en train de chuter. Alors, je ne vais pas terminer, on va me le reprocher, sans parler des pillages des ressources naturelles par les voisins internationaux, c'est ça. Est-ce que c'est vrai, Gabi Kouba, vous qui sillonnez un peu ce côté de la République, est-ce que c'est vrai que le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie, la Zambie, en tout cas, viennent piocher chez nous et vont développer chez eux? Parce que c'est cette question que les gens disent toujours, le Rwanda se développe, c'est à cause des minerais pillés en République démocratique du Congo. Regardez le Rwanda. Moi, je prends le Rwanda parce que aujourd'hui, c'est vraiment le bouc émissaire. Le Rwanda vient prendre le coltan ici, va développer chez lui. Le Rwanda vient prendre le... Est-ce que c'est vraiment réel ou c'est vraiment un mythe? J'aimerais bien savoir. Ce n'est pas de l'imagination, c'est un fait réel. Le pillage des ressources de la RDC. Oui, mais la RDC n'a-t-il pas été en procès avec l'Ouganda pour le pillage des ressources? C'est une évidence. Aujourd'hui, des voix s'élèvent à propos de l'usine de traitement de l'or installée en Ouganda par l'entreprise AGR. Vous avez des Belges, des Britanniques. L'or est produit ici, mais traité en Ouganda. Oui. Parce que les propriétaires de cette usine, les patrons de cette usine, on lui posait la question, mais l'Ouganda n'est pas un pays assez nanti dans l'exploitation aurifère. D'où viendra l'essentiel de votre or? Il a dit, l'or viendra de la RDC. Et on a installé l'usine en Ouganda. Vous avez même Pascal Niembo que vous avez cité ici. Mais il a arrêté un sujet français qui alimentait les milices de l'Ituri. En contrepartie, ils exploitaient de l'or et ils faisaient ce trafic. On allait raffiner cet or en Ouganda. Nous l'avions commenté ici au cours de l'émission Web Press. Un sur les prochains. Agor, en Suisse, des kilogrammes d'or en provenance de la République démocratique du Congo, exportés illégalement, ont été raffinés. En Suisse, ça transitait par l'Ouganda. Et une évidence, pendant les guerres ou pendant la guerre, comme vous voulez, à Kisangani, n'avez-vous pas vu les deux armées s'affronter à Kisangani? Pour quelles raisons? Et aujourd'hui, la présence du Rwanda, on ne peut pas les nier. Les Interahamwe, ou encore d'autres, c'est comme ça qu'on prononce en Kinyarwanda, les Interahamwe. Voilà. Dans l'est de la RDC, Massissi, Beni, Butembo, les ADF, tous les autres groupes armés. Où est-ce qu'ils s'approvisionnent pour trouver? Parce que les armes de guerre, on les achète. Moi, je suis incapable d'acheter un Kalachnikov. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'argent. Ah oui, je ne peux pas. Mais comment expliquer que ces gens installés à l'intérieur du pays pendant 10 ans, 20 ans, 15 ans, qui sont censés
combattre leurs États. Parce que ce sont des oppositions à ces États-là qui combattent les régimes. Mais ils n'ont jamais attaqué les villages de leur pays, des régimes qui sont censés combattre. Mais les combats, c'est à l'intérieur du pays. Mais à l'intérieur du pays, c'est où? C'est dans les zones minières. Pourquoi Bissier, Walikale a été l'épicentre pendant des années des conflits armés? Donc, aujourd'hui, les gens contestent. Il est tout à fait normal qu'un État développe son industrie. L'Ouganda a installé cette raffinerie de l'or. Mais avant, nous payons aussi nos propres erreurs. Est-ce que ce sera possible Nous sommes vraiment à la fin. Sera-t-il possible d'industrialiser ce secteur? Pourquoi il n'y a pas d'industrie en RDC? Qu'est-ce qui manque? Est-ce que l'État congolais, pratiquement, Gabi Kuba, est-ce que l'État congolais ne peut pas imposer, par exemple, je cite les noms, vous avez dit, quelle compagnie, par exemple? Vous avez, par exemple, AGER. Voilà, AGER. Est-ce que l'État congolais ne peut pas imposer à l'AGER de bâtir une usine avant d'exploiter? Est-ce qu'on ne peut pas poser des conditions comme ça pour l'exploitation? Nous payons nos erreurs. Vous savez que AGR, avant d'aller s'installer en Ouganda, est venu d'abord en République démocratique du Congo. Pourquoi cette raffinerie n'était-elle pas installée à l'intérieur du pays? Parce que là, c'est nous qui produisons la grande quantité. Exactement. Alors, autre fait, les gens contestent aujourd'hui une autre raffinerie du coltan au Rwanda. Au Rwanda. Mais ce n'est pas la faute au Rwanda. Pourquoi les entreprises, les investisseurs préfèrent aller investir là-bas que chez nous au Congo? Alors, il faut mettre d'abord un terme à l'insécurité. L'amélioration du climat des affaires, par exemple, ce n'est pas l'affaire des discours et des forums. Il faut passer à l'action. Les jours où on va assainir le climat des affaires, l'insécurité, attirer les vrais investisseurs. Vous allez voir qu'on va installer. Qu'est-ce qui est plus coûteux en RDC qui coûte moins cher? C'est ça que les gens ne comprennent pas. Qui coûte moins au Rwanda qu'en RDC. C'est le courant électrique. On dit qu'on a un déficit de courant électrique en RDC. Peut-être ça aussi. Mais le Rwanda a produit le courant à partir du gaz méthane, l'énergie à partir du gaz méthane. Le lac Kivu, c'est où? C'est en Ouganda? C'est au Rwanda? C'est au Congo. Le barrage de Ruzizi, même à l'époque de la guerre d'agression de 98, le Rwanda a tout occupé, le Rwanda a tout pillé, sauf le barrage de Ruzizi. Pourquoi? Parce que le barrage de Ruzizi alimente aussi chez lui aussi. Ouganda. Alors, si nous sommes dans les caps, il ne faut pas toujours voir des divergences sur ce point de vue. La France et l'Allemagne se sont fait la guerre pendant des années. Air France aujourd'hui, ils ont des projets communs. Donc, si nous ne pouvons pas, pour l'instant, pour l'une ou l'autre raison, attirer ces investissements, mais faisons les affaires avec les autres. Avec le Rwanda, par exemple? Pourquoi pas? Est-ce que cela va passer dans le mental du Congolais? C'est une pilule amère à avaler, Gabi Kuba, faire les affaires avec le Rwanda, avec l'Ouganda. Mais Madame Paulette... Comment faire passer ça dans... Madame Paulette, à quoi bon de dire que nous sommes un pays riche lorsque ces richesses ne profitent pas aux citoyens? Alors, s'il faut... Est-ce que le Rwanda ne nous le rendra bien? Par exemple, la construction de la centrale avec le gaz méthane. Au départ, la Sosigaz, à l'époque du maréchal Mobutu, a existé avec la CPGL. Elle a disparu. Mais je vois des messes du genre communauté économique, et voilà, CAC ou encore CPGL. Tout ça. Mais CPGL, ce n'est pas une messe tout simplement pour le président de la République et pour les présidents de nos États qui doivent se faire photographier après des sommets, faire des déclarations. Ce sont des projets communs pour que les citoyens de ces pays-là se retrouvent. C'est ça qui manque en Afrique, des projets communs pour booster l'économie africaine en général. La coopération économique. C'est ça la réalité. Vous savez, les avions des Airbus français, les ailes sont fabriquées où? En Allemagne. À Séville, en Espagne. En Espagne, oui, oui. C'est en Espagne. Le moteur, je crois, est allemand, quelque chose comme ça. D'autres parties, c'est en Allemagne. C'est en Allemagne. Mais tous ces États la gagnent. Là où le Rwanda peut gagner, pour nous, je vous ai donné l'exemple du barrage de Ruzizi qui n'a pas été attaqué parce que le Rwanda avait un intérêt. De la même manière, si le Rwanda a un intérêt pour nous et que nous aussi nous avons un intérêt au Rwanda, on se fera difficilement la guerre. Voilà. Mais, ce qui est évident est qu'il n'y a pas de solidarité entre les États. Il n'y a pas non plus, ce n'est pas question d'amour, c'est question d'intérêt. Qu'est-ce que la RDC peut gagner en nouant des alliances avec l'Ouganda? De façon économique, pas politique. Voilà, avec l'Ouganda, avec le Rwanda, avec la Zambie, avec tous les pays voisins. De la même manière, qu'est-ce que les autres peuvent gagner? Peut-on un jour avoir la communauté économique africaine? Possible?
Mais vous savez... Communauté économique africaine? Bon, je ne peux pas le dire, mais vous savez, le projet NEPAD, Ouad à l'époque, le président du Sénégal, NEPAD, c'était formidable. Où en sommes-nous aujourd'hui? On n'en parlait plus. Hein. Quoi, les Africains sont incapables de se mettre, pour clôturer, nous sommes vraiment à la fin, est-ce que c'est l'incapacité des Africains de se mettre autour d'une table pour mettre d'abord l'intérêt de leur pays et de leur continent, où l'Africain est beaucoup plus, je sais pas, profiteur ou quoi, et il ne voit pas pour répondre à votre question, avant de penser à une large communauté économique, des communautés régionales, il faut penser d'abord aux États. Regardez à l'intérieur de nos États, quels sont les projets de développement qui marchent? Pour louer une alliance avec X ou Y, il faut avoir d'abord un projet de développement, il faut avoir des programmes d'action, il faut avoir des priorités. À l'intérieur des États, ça n'existe presque pas. Si ça existe, ça donne quels résultats? Comment on les applique? Mais si à l'intérieur, si vous ne parvenez pas à balayer votre propre maison, je ne vois pas comment vous pouvez... Et quand la promulgation, c'est vrai que cela dépend de la discrétion du chef de l'État, mais faites une petite projection à quand la promulgation de ce code minier, parce que ça bloque aussi, hein, quelque part. Bon, Joseph Kabila a toujours l'habitude de surprendre. Moi, je ne suis pas conseiller Kabila, je ne travaille pas à la présidence de la République, je ne sais pas, cela relève de son pouvoir. Parfois, là où on l'attend, il n'est pas là. Là où c'est urgent, il n'est pas là. Et là où on ne l'attend pas, il surprend. Donc, peut-être que pour l'instant, il est en train de les promulguer. Peut-être qu'il va les promulguer après 2 jours, après 3 jours, après 1 année, après 6 mois. Tout dépend de lui. Alors, l'urgence maintenant, par rapport, parce que, pourquoi geler pendant longtemps? Parce que le gouvernement a engagé d'énormes moyens. Les projets promis à travers la Banque mondiale. On a eu des cabinets à l'intérieur du pays. Il y a eu les cabinets Emery Mukendi Anfouana qui a travaillé sur la question. Et à l'international, on a eu également les cabinets new-yorkais, Ducan et Allen, qui a été payé par les gouvernements congolais pour travailler sur ces codes. Pourquoi le gouvernement a dépensé? C'est pour gagner. L'État aussi, on doit le manager comme on manage des entreprises. Cela veut dire que le gouvernement, en ayant en tête l'idée de la révision du code minier, en déployant des moyens conséquents pour que la révision aboutisse, l'État a l'idée de gagner. Et pour gagner, maintenant, on va voir comment va-t-on promulguer, quand est-ce que le code sera promulgué et quels sont les dividendes que ce code va nous procurer. Mais une seule inquiétude, en tant qu'observateur de ma part, avec la contestation des opérateurs, nationalisation, on en a parlé ici, pour les entreprises opposées, je ne vois pas la nationalisation comme une solution. Pourquoi? Parce que l'État lui-même... Est-ce que la GECAMI ne peut pas... On ne peut pas faire renaître la GECAMI de ses centres comme Mobutu a fait avec l'Union minière du Haut-Katanga? Est-ce que la GECAMI ne peut pas récupérer ce qu'elle a vendu pour redorer son blason? Parce qu'à l'époque, on avait que la GECAMI. Oui, c'est possible? Oui, j'entends de plus en plus ces discours de la part du PCA Yuma qui dit que la GECAMI doit s'affirmer aujourd'hui, reprendre ses terres, en fait, entre guillemets. C'est carré minier qui la GECAMI a encore des actifs. Mais il y a d'autres observations également, d'autres experts disent que la GECAMI a concédé presque tout ce qu'il avait de plus précieux. Cela veut dire que des carrés jutés ont été concédés. Mais, Yuma dit non, on a encore autre chose. Nous avons encore quelque chose. Par exemple, le projet des Iwa. C'est un actif minier important. Mais il faut mettre de l'ordre. Vous dites que la GECAMI, est-ce que la GECAMI ne peut pas redevenir encore ce poumon économique? Ce poumon économique de la RDC, possible? Mais, bon, je ne peux pas prophétiser à ce niveau. Il faut voir tout simplement les méthodes de gestion de la République. Le secteur minier n'est pas un îlot. J'insiste. J'aimais bien cette phrase. C'est la phrase de Yuma. Le secteur minier n'est pas un îlot dans une économie. Ce n'est pas non plus un îlot dans un pays. Ça, c'est moi qui ajoute. Ce n'est pas non plus un îlot dans un système politique. Voilà. L'économie doit soutenir la politique. De la même manière, la politique doit soutenir l'économie.
Merci Gabi Kouba, merci en tout cas d'être passé. Je crois que vous avez eu assez d'éclaircissements par rapport à ce code minier. Nous attendons toujours sa promulgation par le chef de l'État. Gabi Kouba l'a dit, on doit savoir manager l'État comme on manage une entreprise. C'est ce que Trump avait dit à l'époque, il va gérer les États-Unis comme son entreprise. Mais voilà, nous allons nous retrouver, mesdames et messieurs, avec le même plaisir la semaine prochaine. Comme je l'ai dit, nous allons prendre un autre grand secteur qu'on néglige aussi souvent, c'est la mode en République démocratique du Congo. Donc rendez-vous pris pour la prochaine fois. Bye bye. Merci beaucoup. Merci bien.